Bonjour, bonjour. Notre intervention aujourd'hui intitulée Métaphysique de l'expérience, empirisme et philosophie transcendantale selon Immanuel Kant. L'expérience ne peut mener à la connaissance que si elle est organisée par des concepts qui ne proviennent justement pas de l'expérience. On renouvelle totalement l'interprétation de ce paradoxe qui forme le cœur de la métaphysique de Kant. On attendait depuis longtemps un travail qui entreprenne de rendre justice à la notion consciente d'expérience. Certes, tous les spécialistes connaissaient l'essai consacré à la théorie consciente de l'expérience par lequel Hermann Cohen avait, de 1871, donné forme à l'interprétation dite non-conscienne. Mais l'expérience que Cohen avait en vue était en priorité et par destination expérience scientifique. Cela conduisait à opérer une réduction de la philosophie à une simple théorie de la connaissance adossée à un état déterminé de la science. Selon Newton, le livre de euh, Grand Jean, en tout point admirable, prend le contre-pied de cette interprétation en tenant que l'expérience dont parle Kant est d'abord expérience ordinaire. Mais plus encore, il montre que l'expérience ainsi est entendue n'est pas seulement un principe de destruction de l'ontologie. Elle est en tant que telle un enjeu métaphysique à part entière. Il s'acquitte avec éclat de cette tâche, ayant des qualités souvent disjointes, rigueur conceptuelle et profondeur spéculative, clarté d'exposition et densité de style. Le contresens de l'empirisme, constitution de l'expérience et tautologie. La relative des affections de commentaire pour une notion si centrale s'explique par un constat. Kant ne s'intéressait à l'expérience que du point de vue de ses conditions de possibilité, en un mot, à ce qu'il appelle le transcendantal, soustrait à l'expérience pour autant qu'il l'a fondée. Or, Grandjean va s'attacher à remettre en question les présupposés sous-jacente à ce constat est à en complexifier le diagnostic. Entreprise délicate car le propos n'est surtout pas d'atténuer la spécificité de transcendantal en le faisant dériver de certaines expériences déterminer ce que font toutes les interprétations enclines à en donner une lecture psychologisante. Ce livre doit en effet se lire dans la continuité d'un premier critique et réflexion Paris, édition 20 2009, dans lequel l'auteur assumait pleinement pour le transcendantal le caractère des faits à la fois indépassable et impossible à constituer un objet d'une connaissance. Aussi, le transcendantal n'est-il pas produit par l'expérience, dans laquelle tout objet est aussi à chaque fois l'effet d'une cause donnée. Il est donc certain que pour Kant, le discours sur l'expérience ne peut pas être un discours empiriste. Mais en son tenance à ce rejet, on manque la signification. Aussi, toute la première partie du nouveau livre de A. Grand Jean s'intéresse-t-elle à la manière dont Kant détermine la position empiriste. On s'étonnera de prime abord que des auteurs tels que Locke et Cheson, Hume, Condillac ou Rousseau soyez peu présents dans les livres, ce que l'empirisme est envisagé non comme une tradition effective, mais selon son concept en tant qu'invention consciente, une invention depuis laquelle un éclairage original devient
événementiellement possible sur ce qui point de vue conscient constitue alors, après coup, et en vertu d'un certain tour de force, en courant historique cohérent. Si Kant soutient que nos concepts n'ont d'usage que sous l'horizon d'une expérience possible, l'empirisme, en partant de ce même constat, l'interprète à ses contresens. Être empiriste, c'est soutenir que, puisque nos concepts n'ont de sens que pour l'expérience, thèse relative à l'usage à laquelle Kant adhère, ils doivent tout provenir de l'expérience, thèse génétique empiriste. À ces partis pris, Kant t'adresse un triple reproche dans le fait que tel ou tel empiriste se trouve en être et exempt serait moins un mérite à mettre à son crédit que l'indice chez celui-ci d'une forme d'inconséquence ou d'un manque de radicalité. Premièrement, l'empirisme ainsi défini et échoué. Être une philosophie consistance de l'expérience. Il est incapable d'en fonder la mise en ordre minimale qui rend possible quelque chose comme l'apparaître d'un phénomène à un sujet. L'empirisme conduit à dissoudre le fait de l'expérience. Il aboutit au scepticisme. Deuxièmement, l'empirisme fournit des règles fécondes pour l'exploitation de phénomènes naturels, disqualifiant toute référence à des réalités métaphysiques qui court-circuiteriez cette exploration, une âme immortelle, un acte de liberté, l'existence de Dieu, dont l'invocation est à chaque fois une forme de paresse et un renoncement à comprendre la nature, mais il tente aussi de lui-même à convertir cette scène retenue en une décision positive sur ce qui est l'empirisme véhicule une métaphysique matérialiste, fataliste et athée. Troisièmement, cette dérive est constitutive de l'empirisme, pour autant qu'il partage avec le rationalisme classique la conviction qui fait de l'un et de l'autre une forme de dogmatisme, que toute pensée serait une idée de emprise sur ce dont elle est l'idée emprise sur de l'être. C'est pourquoi la persistance chez Kant du vocabulaire de la représentation indissociable de l'horizon d'une présence à l'être ne doit pas dissimuler son dépassement dans la thèse que toute pensée est d'ordre conceptuel. Elle est l'acte de procéder à l'unification d'un divers donné qui se voit ainsi constitué en objet et qui, assurément, n'en est pas indépendamment d'elle. Faute de ce tournant critique, la dénonciation empiriste de métaphysique rationaliste demeure l'expression d'une ontologie sous-jacente qu'intrompe sans restriction avec l'ontologie, mais cette rupture ne puise pas dans une modeste analytique de l'entendement. Elle consiste aussi en une émancipation de la métaphysique, qui de lors ne sera plus une métaphysique des lettres. Maintenant, le trésor de l'empirisme, survenance d'une transcendantale anthropologie. Une fois opérée cette critique de l'empirisme, Grandjean pourrait en conserver seulement la juste intuition séminale selon laquelle l'usage du concept s'épuise dans le champ de l'expérience. Or, la principale originalité de l'ouvrage consiste dans sa deuxième partie à prendre au sérieux le déplacement de l'empirisme au pair du plan de l'usage au plan de la genèse, non pour valider la thèse d'une provenance empirique de tous nos concepts, mais pour défendre l'idée d'une survenance de transcendantal à même l'expérience qu'il constitue. Si le transcendantal, avec ses structures a priori, ne dérive pas de l'expérience, ce n'est pas au sens
où il la procéderait toujours déjà, bien qu'il ne vienne pas de l'expérience, il n'advient qu'à l'expérience. C'est le sens de l'affirmation selon laquelle l'a priori n'est pas né, mais acquis sur le mode de ce que Kant appelle une acquisition originale. Là est vrai sur le plan théorique, à la fois de forme de l'intuition et des catégories, mais on peut en dire autant au niveau pratique, de factum de la loi morale, survenant à l'occasion d'une certaine configuration de l'expérience, sont en est dérivés. Il les fait, certes, sur le mode d'une attestation immédiate de mon devoir qui requise toute ratiocination, mais cette survenance n'en est pas moins indissociable de toute une pédagogie morale préalable, ce dont Grangevin avait dans son précédent ouvrage parlé comme d'une factualité de transcendantale prend alors la forme plus déterminée d'une événementialité. Le fait de transcendantal ne procède pas sa mise en œuvre effective, et celle-ci est impossible en deçà de notre prise en charge d'un donné phénoménal que nous constituons en un objet d'expérience. Le refus de toute dérivation du transcendantal à partir de l'expérience ne doit donc pas conduire à supposer qu'il pourrait d'une certaine manière exister indépendamment d'elle. Mais il faut raffiner encore cette thèse que dans sa généralité, nul commentateur de Kant ne songerait à contester l'empiriciste sans être une cause productrice de structure transcendantale. Non n'est pas non plus le simple prétexte indéterminé. C'est dans un contexte empirique précis que le transcendantal est susceptible de se survenir à l'expérience. Grandjean en parle comme d'une cause occasionnelle du transcendantal, son sol ou encore sa condition. De fait, le choix de vocabulaire difficile, on aurait vite fait de faire passer circulairement l'expérience pour la condition de possibilité du transcendantal, qui n'est pourtant rien d'autre que la condition de possibilité de toute expérience. D'un autre côté, le désir légitime de préserver la pureté du transcendantal ne doit pas conduire à méconnaître un soubassement empirique de la performance effective dans laquelle il s'épuise. Cette conviction interprétative de Grangevin n'est pas une simple subtilité doctrinale. Elle a pour enjeu de prendre en charge depuis le point de vue d'une philosophie transcendantale les plans de discours anthropologiques qui sont ceux-là n'apparaissent au sein du corpus conscient que comme un a à côté une récréation ou une rechute. Le principal mérite de ce livre qui non n'y manque pas est ainsi de se tenir sur une ligne de crête, ne pas résorber le transcendantal dans l'anthropologie, mais ne pas méconnaître non plus c'est par quoi le point de vue transcendantal est donc en tant que tel intéressé à l'anthropologie. Pour cette raison, non, parce que quand t'aurais sacrifié un esprit d'époque, le philosophe transcendantal ne peut manquer d'être aussi un lecteur assidu de la tradition empiriste, d'où une relecture forte et lumineuse des passages négligés, souvent déconcertants, voire dérangeant pour les commentateurs dans l'anthropologie d'un point de vue pragmatique en particulier. On sait que toute expérience renvoie à une perception originaire, mais n'y a-t-il pour autant rien à dire du fait que la conscience puisse être altérée dans l'état de rêve, d'ivresse, de folie? Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.